Krach boursier, conflit, guerre, taux d'endettement, inflation et que sais-je encore, on verra aussi les secteurs et les régions qui sont intéressantes au niveau boursier. Ce sont mes scénarios pour 2024 et ce sera l'objet de cette nouvelle vidéo. Et puis on verra ensuite toutes nos rubriques habituelles avec la macroéconomie, les crypto-monnaies ainsi que les indices. Et puis on fera un tour sur les valeurs que vous avez choisies cette semaine. Puis on terminera avec l'indice PTDR, l'indice des pépites à trader de Ricardo. Voilà, c'est le programme du 31e épisode de l'hebdo de Ricardo, le tout premier de l'année 2024. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Fondamentalement Bourse, la chaîne des investisseurs qui veulent reprendre le contrôle. Et aujourd'hui, on va reprendre le contrôle, on va essayer de prendre le contrôle de ce qui va se passer en 2024. Ça sera un exercice qui évidemment est un exercice où on va faire des scénarios plus que des prévisions. Et l'idée de cette émission, c'est de faire un peu le tour de tous les dangers, de tout ce qui peut exister comme choses qui peuvent arriver pendant 2024. Et en tout cas, essayer de se prévenir, de prévenir le danger qui peut nous tomber dessus à tout moment. Alors nous tomber dessus à tout moment, c'est pas pour ça qu'on va faire un scénario noir de ce qui va se passer en 2024, c'est pas l'idée de ça, à vrai dire. Moi je vais pas être un vendeur de soupe, je vais pas être un vendeur de peur, hors de question de faire ça, c'est vraiment l'idée de vraiment marquer notre année, essayer de voir tout ce qui peut être dangereux, et puis envisager aussi l'inenvisageable, ce qu'on appelle le Black Swan. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que je prends à cœur de vous faire des choses qui soient vraiment différentes de ce que l'on voit un peu partout ailleurs, et j'ai cru remarquer, et j'ai surtout remarqué que vous êtes beaucoup plus nombreux en ce début d'année 2024 qu'en fin 2023, et je vous remercie tous pour être venus et avoir apprécié le début de mes vidéos. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous avez été très nombreux à m'envoyer énormément de messages encourageants et qui font vraiment du bien, parce que je vous cache pas que je mets énormément d'énergie à faire ces vidéos, mais bon voilà, il y a le retour et ça fait vraiment plaisir. En tout cas, si vous appréciez les futures vidéos et que vous n'avez pas encore liké, vous n'avez pas encore été abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner et puis aussi à mettre la cloche qui vous permettra d'avoir les notifications des futures vidéos que je proposerai sur cette chaîne. Donc au sommaire de cette vidéo, on commencera par évidemment les scénarios que je vous propose pour cette année. Alors on fera un petit peu de géopolitique, un petit peu aussi d'économie, et puis on verra que la politique est importante aussi sur l'année 2024, et puis évidemment on finira par la partie boursière pour voir s'il y a des choses qui sont intéressantes, et vous verrez que la conclusion est peut-être pas celle que vous pourriez croire, mais ça vous êtes habitué à ce que je vous surprenne. Et puis en enchaînement, on continuera les habituelles rubriques de nos vidéos hebdo, et on commencera par la macroéconomie. Vous verrez que cette semaine a été plutôt calme, et je dirais que pour l'instant, il n'y a pas de scénario de crise, et il n'y a pas de grande catastrophe qui arrive, même si on peut faire attention à certaines choses, et je pense toujours au même pays, mais je vais en reparler tout de suite après. On fera ensuite un point sur les crypto-monnaies, vous verrez que nos scénarios se sont réalisés à la perfection, je dis bien à la perfection. Et puis on aura aussi un laïus habituel sur les indices qui sur l'Europe et puis sur les États-Unis, sont particulièrement, je dirais, résilients, même si je trouve qu'entre les États-Unis et l'Europe, il commence à y avoir des petites distinctions, des petits écarts qui se mettent en place et qui sont peut-être une des tendances de l'année 2024, une surperformance américaine par rapport à l'Europe. Puis viendra ensuite la partie qui vous intéresse certainement le plus, c'est l'analyse des valeurs que vous me proposez. Je vous invite évidemment à m'en remettre en commentaire pour relancer la machine. On aura une à étudier, mais on l'étudiera très bien et vous verrez qu'on va faire beaucoup d'analyses techniques sur cette valeur. Je vais vous apprendre plein de choses et une manière de travailler qui est un petit peu particulière, mais vous verrez qu'elle a beaucoup de sens et je trouve qu'elle a eu beaucoup de sens dans toute l'histoire boursière que je vis depuis des années. Puis on terminera avec l'indice PTDR, puis on tâchera de faire un plan de trading qui sera sur une de ces valeurs et qui nous permettra de voir si on peut encore faire quelques gains sur du trading court terme. C'est aussi à ça que sert l'indice PTDR, ce n'est pas que du long terme. Puis si vous voulez aller plus loin dans l'apprentissage de la bourse, je vous invite à aller voir dans la description, vous trouverez tous les liens pour accéder à la newsletter que je propose, ainsi que le portefeuille Dynamic Invest, et puis vous aurez aussi accès à la formation coachée que je propose depuis des années, puis vous aurez aussi accès à un ensemble de contenus complètement gratuits qui vous permettra de continuer à découvrir le monde formidable des marchés financiers. Allez, on attaque tout de suite avec mes scénarios pour 2024. Est-ce que le monde va s'écrouler? Je vous donnerai quand même. Alors le premier des scénarios que j'ai envie de vous mettre en avant, c'est la partie économique, macroéconomique, et pour moi, c'est pas une année, l'année 2024 ne sera pas l'année de la baisse des taux, en tout cas ce sera peut-être que le début de la baisse des taux, mais ça viendra assez tard, ça viendra pas en tout début. Tout le monde dit en mars, tout le monde dit avant l'été, mais moi j'en suis pas convaincu du tout. Et la baisse, une baisse importante,
encore moins, quoi. À vrai dire, tant que vous avez l'économie américaine qui tient, pour moi, il n'y aura pas de baisse. Et cette baisse qu'il n'y aura pas aux États-Unis fera que en Europe, on n'aura pas de baisse non plus parce que il faut tenir l'euro. Si on ne tient pas l'euro, le pétrole explosera en coût et ça fera de l'inflation en Europe. Donc à partir de ce moment-là, je suis plutôt dans le scénario, moi, sur la macroéconomie, de dire que les taux d'intérêt ne vont pas vraiment baisser et vont plutôt être modérément peut-être baissés, mais pas grand-chose. Et ça a plein de conséquences. Pour moi, la conséquence qui est assez grave, c'est que on risque un deuxième épisode de crise bancaire. Il faut savoir que c'est lié avec l'immobilier, et notamment l'immobilier américain. À vrai dire, tout tient, je dirais, de manière très limite, et un décrochage qui devrait arriver, si les taux d'intérêt restent assez élevés, il devrait arriver sur des sociétés qui sont très endettées et qui vont devoir commencer à rembourser des dettes qu'elles ne pourront finalement pas vraiment rembourser. Et donc on a une combination, je dirais, autour de la dette corporate, la dette des entreprises, on va dire, qui me pose un souci vraiment important, et notamment sur l'immobilier. Alors évidemment, vous allez me dire, ah ouais, tu en as déjà parlé de la crise immobilière. Oui, mais sincèrement, je pense qu'elle arrive, et je pense qu'elle sera là. Et elle sera aussi présente en Europe, et certainement en France. Pour moi, c'est pas possible qu'on tienne des taux d'intérêt à ce niveau-là, avec la rupture qu'on a créée depuis un an et demi, sans qu'il y ait de conséquences et sans qu'il y ait de bébés qui sortent. Ah, pour moi, c'est le Black Swan, s'il y en a un, il sera dû. Je connais pas le Black Swan, parce que par définition on peut pas le connaître. Mais le Black Swan qui sortira, ce sera un Black Swan qui sortira à cause des taux d'intérêt qui ne baisseront pas et qui provoqueront un accident quelque part, des bébés qui sortiront des placards et qui ne seront pas beaux. Et je peux vous jurer, je vois pas comment ça n'arrivera pas. Alors, plein de gens disent que ce sera la récession, que ce sera ceci, ce sera cela. Je suis pas convaincu que ce soit la récession aux États-Unis. Par contre, qu'il y ait des accidents, qu'il y ait comme l'an dernier avec SVB, avec Signature, des banques qui claquent aux États-Unis, ouais, c'est fort probable qu'il y en ait d'autres. Mais autre chose, et je sais pas quoi, mais je verrais plutôt dans le monde des entreprises des bébés qui sortent, je sais pas, peut-être un nouveau scandale Enron, j'en sais rien. Enfin bon, bref, en tout cas, il y a quelque chose qui sera lié avec la dette, avec une grosse dette, avec une dette qui sera dure à rembourser et qui fera tomber les plus faibles. Donc en conséquence de ça, vous avez compris, je pense aussi à une crise immobilière. Donc ça, c'est le scénario, je dirais, économique qui me paraît non pas noir, c'est pas un scénario noir, c'est un scénario qui me paraît complètement plausible. Il y a un autre élément que je trouve important qui est pas trop dit, mais c'est qu'on est en récession en Europe. Pour moi, la récession va continuer. Pour moi, alors pas une forte récession, mais on va être en dessous, en négatif, et je pense que ça durera encore au moins un semestre, et peut-être que ça durera aussi sur la deuxième partie de l'année, parce que la deuxième partie de l'année, il y a un événement politique très important qui va arriver, mais on va en reparler tout à l'heure. Le deuxième sujet sur l'économie qui me paraît très important, c'est la Chine. Aujourd'hui, tout le monde dit, on attend qu'elle remonte, on attend la réaction du gouvernement, etc. Mais à vrai dire, le gouvernement, j'ai pas l'impression qu'il veuille bouger. Et il y a des complotistes qui diraient, ah ouais, mais moi j'ai la réponse, c'est parce qu'ils veulent attaquer Taïwan, et ils veulent provoquer les événements qui font qu'ils attaqueront Taïwan. C'est pas bête de dire ça. C'est pas si bête de dire ça. À vrai dire, pour moi, Taïwan, c'est l'année 2024. Mais on verra bien. Parce que ce sera peut-être simplement un débarquement, je dirais, tout le monde, un renversement de gouvernement, et puis ça s'arrêtera là, et puis les Américains qui crieront en scandale, et tout va bien. Mais peut-être pas plus que ça finalement sur le dossier taïwanais, mais pour moi la Chine est dans une situation compliquée où il va falloir qu'elle fasse plaisir à son peuple entre guillemets et qu'elle occupe son peuple à autre chose, parce que je pense que le peuple en a ras-le-bol, et je pense qu'il y a une révolte latente en Chine qui ne dit pas son mot. Il faut quand même savoir que le krach immobilier qui est provoqué par toutes les âneries qu'ont fait les Chinois pendant des années est quelque chose qui est vraiment impactant à l'intérieur même des cellules familiales. Donc à partir de ce moment-là, faut faire très attention à ça. Pour moi, il y a quelque chose qui dort en Chine et qui va péter. Alors, vous allez me dire, bah ouais, mais tu vois quoi comment tu le vois? J'en sais pas plus que vous, à vrai dire. Moi, je vois des signes qui me paraissent très très graves. La première chose, c'est que on est en train de ralentir fortement en Chine. Bon, après, progresser de 7-8% tous les ans continuellement, c'était pas tout à fait jouable. Et puis, bah sincèrement, la démographie est pas du tout celle qu'on vous dit. C'est pas du tout vrai. Aujourd'hui, ils ont un gros problème de démographie, ils font plus d'enfants. Et ça fait longtemps que ça dure. Et aujourd'hui, il y a des décrochages qui vont arriver. Alors vous allez me dire, oui, il y a plein de pauvres, donc ils peuvent devenir riches. Oui, tout à fait. Mais ils n'arrivent pas à faire augmenter la dépense interne. Pourquoi? Parce que l'argent est concentré sur des personnes qui ont tout perdu à cause de l'immobilier. Donc à partir de ce moment-là, il n'y a pas de ce qu'on appelle un ruissellement de l'argent. Ça n'existe pas. Donc soit ils injectent énormément d'argent, soit ils le font pas. Et ils le font pas
Peut-être qu'ils sont concentrés sur d'autres choses, ils sont peut-être en train de se rendre compte qu'ils ont un gros souci. Et je vais vous dire pourquoi il y a un gros souci. C'est que les chiffres actuels que je vous dis à l'heure d'aujourd'hui, hein, ce 12-13 janvier, c'est la déflation en Chine. Donc nous serions dans une crise déflationniste en Chine. C'est pas nous serions, nous y sommes. Alors est-ce qu'elle va durer? Faut pas le souhaiter, mais aujourd'hui les IPP, donc la production, les prix à la production s'effondrent, et l'IPC, donc les prix aux consommateurs s'effondrent. Ça c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a personne qui achète. Ça veut dire que vraiment ils sont dans une spirale négative. Moi je vous le dis, aujourd'hui les États-Unis sont en train de gagner la bataille. C'est mon avis. Là, c'est pas un scénario, c'est à peu près mon avis. Je pense que les Américains sont en train de faire subir un truc que j'ai déjà vu dans les livres d'histoire et que il faut avoir 50 ans pour s'en rappeler. Mais moi, on me disait quand j'étais gamin que c'était le Japon qui allait remporter la palme économique mondiale. C'était le Japon qui allait gagner la guerre économique et qui allait écraser les États-Unis. Sauf qu'ils se sont écrasés. Et il y a deux éléments qui sont tout à fait cohérents et exactement les mêmes que le Japon dans les années 80. C'est la population qui vieillit, une population qui ne fait plus d'enfants. Et la deuxième, c'est la déflation. Et aujourd'hui, moi je pense que la Chine est en train de s'effondrer. Alors ça va peut-être être comme le Japon, c'est-à-dire que ça va être un effondrement où finalement le Japon il avait ralenti, puis il s'est recalé dans le peloton entre guillemets. Une tentative d'échapper qui s'est trouvée reprise par le paquet. Mais la Chine, ça serait peut-être pareil. Ça serait peut-être pareil. Et pour moi, le challenger, rapidement, c'est l'Inde. C'est l'Inde, parce qu'ils sont un peu plus malins, ils sont pas en opposition, ils sont plutôt, je dirais, en compromis. Et je dirais que les Chinois les regardent avec un œil un petit peu curieux, parce que ils ont une frontière commune. Il faut savoir que ça frite là-bas. Enfin, c'est pas si facile que ça dans l'entente entre l'Inde et la Chine. Comme je trouve quand même assez curieux de voir les BRICS avoir fait ce qu'ils ont fait. Entre nous, il y a des choses en géopolitique qui me paraissent quand même assez curieuses, puisque l'événement de l'année 2023 en géopolitique, c'est quand même les BRICS, même si les Argentins ont décidé de pas venir. Entre nous, c'était pas le pays le plus important. Il y a quand même des choses qui sont passées au Moyen-Orient et qui sont dues aux BRICS, et ça c'est mon avis. Et on enchaîne très, je dirais de manière assez logique avec la géopolitique, où pour moi, je dirais que on a un risque d'embrasement, je dirais, sur le Moyen-Orient. On verra bien un peu comment ça se passe. Mais pour moi, la question juive, la question aussi iranienne, saoudienne, avec le pétrole, les Américains qui ne sont pas du tout contents de savoir que le pétrodollar est en train de disparaître, parce qu'il est vraiment en train de disparaître. Je pense qu'il y a des choses encore à venir sur le Moyen-Orient qui seront assez curieuses et qui pourront déstabiliser cette région du monde. J'ai envie de vous dire, est-ce que les marchés en subiront les conséquences? Moi, je suis pas tout à fait convaincu parce que, à vrai dire, on y est habitué. Alors, comme je vous ai déjà parlé de la partie chinoise et taïwanaise, on va pas revenir dessus. Par contre, il y a une autre chose que je voudrais vous dire, c'est l'Ukraine. L'Ukraine, aujourd'hui, on est, à mon avis, on est dans la dernière année. C'est un avis. Par contre, c'est pas un scénario, mais c'est aussi un avis. Je pense que l'Ukraine a perdu. L'Ukraine a perdu la guerre et aujourd'hui, je pense que les Russes vont emporter cette bataille. Alors ça se présentera pas comme une histoire d'armistice, etc. Je pense que ce sera d'une autre manière. Aujourd'hui, je vois plus du tout l'Ukraine s'en sortir. À partir de ce moment-là, il y a des conséquences sur les secteurs, on en parlera juste après, qui me paraissent assez importantes. Mais pour moi, l'Ukraine, l'histoire est entre guillemets terminée. Même si boursièrement, on s'en intéresse plus du tout, il y a quand même peut-être des petites conséquences quand même géopolitiques qu'il faut considérer, notamment sur les pays de l'Est et tous les pays qui sont adjacents, je dirais, à l'Ukraine. Je pense notamment à Moldavie, qui contient aussi des régions séparatistes russes et qui peuvent faire que ça s'embraserait encore un peu plus. Mais pour moi, la connexion entre, je dirais, les pays du Donbass et la Moldavie est une possibilité. C'est Odessa qui me paraît être toujours l'objectif des Russes pour pouvoir créer un corridor entre la Moldavie et ces contrées dites russes et la mère patrie qu'est la Russie. Voilà, c'est un peu mon avis, on verra bien. En tout cas, si ça se passe, vous pourrez dire que vous l'avez vu sur cette vidéo-là. Alors j'oublie un petit truc sur le Moyen-Orient. L'embrasement du Moyen-Orient a des conséquences macroéconomiques, puisque évidemment vous allez tout de suite avoir les conséquences sur le prix du pétrole qui repartirait à la hausse assez violemment. Donc faut faire attention à ça, ce scénario-là, il faut vraiment y faire attention, parce que s'il se déclenche, vous allez avoir des phénomènes inflationnistes qui vont se remettre en route, et à partir de ce moment-là, vous allez avoir un maintien des taux d'intérêt. C'est pour ça qu'on a finalement, la géopolitique va impacter la macroéconomie, qui impacterait évidemment les cours de bourse. Donc il faut y faire attention, et tout ceci se mélangeant les uns aux autres, écoutez, on peut avoir des moments assez difficiles dans l'année 2024, mais rassurez-vous, ça arrivera tous les ans. Si on fait cette émission-là tous les ans, on aura toujours des scénarios noirs qui se présenteront à nous, puis il y en a plein qui se réaliseront pas. Donc faut pas non plus exagérer, c'est pas non plus un dictionnaire de tout ce qui peut arriver dans le monde et qui
qui fait que tout s'écroulera, hein, c'est pas le sujet. En tout cas, voilà pour la géopolitique. Je voudrais juste faire une petite parenthèse. Il y a toujours des frictions dans les Balkans, hein, toujours entre les Serbes, les Kosovars, etc. Et puis il y a aussi sur la Bosnie-Herzégovine. Bon, j'ai envie de vous dire, j'ai vu un reportage il y a pas très longtemps sur Netflix où il faut savoir que la Bosnie-Herzégovine était déjà en guerre autour de 1900-1910, donc avant la Première Guerre mondiale, avec les Serbes. Donc vous savez, ça fait déjà 120 ans que ça dure, donc j'ai envie de vous dire que c'est pas prêt de s'arrêter. Toutefois, l'événement qui me paraît le plus important, et qui va peut-être mener un petit peu tous ces risques géopolitiques que l'on connaît, tout ça sera conditionné à une chose, hein, c'est les élections américaines qui auront lieu en novembre, et qui pour moi est l'événement de l'année 2024, puisque il y a toujours des mouvements boursiers importants autour des élections américaines, parfois un sell-off qui permet de faire ses courses et puis de récupérer des valeurs à des prix beaucoup plus intéressants. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'élection américaine ne laissera pas indifférents les marchés. Ça, c'est certain. Là, on peut être sûr, c'est pas un scénario, ça, c'est une certitude. Il va se passer des choses, il y aura de l'attentisme, peut-être un flash crash par rapport à des décisions, par rapport à des choses qui vont se passer. Bon, je dis pas que Trump va gagner, j'en sais strictement rien. On verra ça au moment venu si on peut faire un scénario assez probable sur le vainqueur. Mais moi, je pose aussi une question. Biden, sa santé, est-ce qu'il va tenir le coup ? C'est la grande question que je pose, et que finalement pas grand monde se pose. Bon, on verra bien ce qu'il en sera sur le sujet. Alors au niveau de la bourse, plus concrètement, sur la bourse, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, évidemment, s'il y a des événements qui sont assez surprenants et qui nous prennent un revers, il y aura des sell-off, il y aura des mouvements baissiers qu'il faudra apprécier, il faudra savoir les jouer avec, et puis essayer de se regarnir, parce que pour moi, il n'y a pas d'événement, en tout cas au moment où je vous parle, qui va renverser la table et qui va faire retourner les marchés de manière importante. Mais comme les marchés sont assez hauts, il est évidemment plus probable de regarder en bas, et puis quand on est en haut de l'échelle, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe plus bas. Mais bon, pour moi, il n'y a pas spécialement une grande gravité. Faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'on a fait une année 2020 avec un moins 35 à cause du Covid. On a fait une année 2022 avec un moins 30, 40 sur les valeurs, sur différents types de valeurs. Bon, ça arrive pas tous les ans non plus, quoi. Voilà, 2023, ça a été une année correcte de rebond. Et puis bon, on verra bien. Mais sincèrement, je vois pas pourquoi 2024 serait vraiment une catastrophe. En tout cas, c'est mon avis, ça n'engage que moi. Après, je dirais qu'il y a des gens qui veulent dire que telle typologie de valeur, autre typologie de valeur va progresser, va être surperformante par rapport à une autre. La surperformance, vous savez, c'est très simple, hein. Si tout fait moins 15 et qu'un truc fait moins 10, il a surperformé. Donc c'est pas une information intéressante. Les histoires de value, les histoires de croissance, moi ça m'intéresse pas trop. À vrai dire, on vous dit oui, mais les taux d'intérêt sont élevés, donc les croissances vont pas monter. Ouais. Je rappelle que les GAFAM, avec les taux d'intérêt qui ont monté très fort cette année 2023, les GAFAM ont fait, pas les GAFAM d'ailleurs, c'est les 7 magnifiques. Les 7 magnifiques ont fait une progression de 111% entre le 1er janvier et le 31-12. 111% alors que les taux d'intérêt sont élevés. Donc à vrai dire, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Simplement, on a une concentration effectivement des valeurs sur des indices, sur des valeurs, vraiment quelques valeurs, et ça c'est vraiment gênant sur le CAC 40 notamment, et sur le Nasdaq américain. Mais moi je dirais qu'il n'y a pas de notion de value ou de pas value qui vont monter, qui vont baisser, qui vont surperformer. Ça c'est pas intéressant. À vrai dire, je vais vous dire un truc, c'est tout bête, hein, mais c'est les meilleures actions qui surperformeront, c'est les meilleures valeurs, c'est plutôt des valeurs de croissance qui sont rentables, et voilà, ça s'arrête là. Et il n'y a pas besoin de réinventer le fil à couper l'eau chaude, parce que de toute façon, je vais vous dire, le beurre sera coupé. Hein. Alors par contre, dans mon environnement, qui est plutôt européen, j'ai plutôt des tendances qui semblent se mettre en place et qui semblent assez intéressantes, je dirais, du côté, en tout cas dans mon environnement, je trouve que le marché français était plutôt costaud. En tout cas sur les valeurs que je suis, et il est en train de se retourner. C'était vraiment une donnée qu'il y avait, on voyait l'Allemagne s'effondrer pendant que je voyais l'Allemagne, moi, le côté allemand s'effondrer pendant que je voyais le côté français plutôt être costaud. J'aurais tendance à dire qu'il y a maintenant un inversement. Et puis en Scandinavie, on a eu aussi une superbe année, enfin en tout cas moi ce qui me concerne, une superbe année avec les valeurs norvégiennes. Mais par contre, je trouve que la Suède avait vraiment pris une claque, il y avait eu des mouvements politiques, puisque l'extrême droite était arrivée au pouvoir en Suède. D'ailleurs, un gouvernement qui a l'air de pas spécialement mauvais, et puis qui a l'air de prendre des bonnes décisions, puisque la bourse est en train de remonter. Et à vrai dire, aujourd'hui, moi je pense que l'année, c'est l'année suédoise. C'est une année qui est intéressante pour ce pays-là. Je trouve que l'Italie va continuer, elle aussi, à monter. À vrai dire, le gouvernement qui est en place a l'air de prendre des bonnes décisions. Et puis la remontada allemande me paraît intéressante. C'est là où je pense que la France va commencer à stagner. Alors pas spécialement parce que tout va mal en France, mais spécialement parce que voilà, tout est fait.
et qu'il y a une stabilité politique qui fait que voilà, on a pricé à un certain niveau, et si ça bouge plus, c'est pas intéressant pour nous. Et puis la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est je pense que le marché américain va plutôt être positif. Contrairement à ce qu'on dit, la dette américaine, c'est pas du tout une dette grave, c'est pas du tout inquiétant, et il faut pas non plus focaliser sur ça. Vous savez, la dette américaine, elle se paye. Les Américains, ils impriment leurs dollars, ça fait longtemps que ça se fait, et puis ils se débrouillent en ce moment, entre guillemets, pour qu'au Moyen-Orient, le pétrodollar continue un petit peu, continue même beaucoup, à vrai dire, à fonctionner. Le dollar est pas mort, le dollar recule, mais le dollar n'est pas mort. Alors maintenant, pour finir un petit peu sur ce scénario, sur ces scénarios, ces idées que j'ai à faire, pour moi, il y a un secteur qu'il faut fuir, c'est l'armement, parce que, à vrai dire, l'idée qu'on se fait d'avoir des sociétés qui vont vendre de l'armement beaucoup plus dans le futur, oui, je suis complètement d'accord, ce sera des programmes qui seront faits et qui dureront des années et qui seront sur des longues périodes. Mais pour l'instant, j'ai envie de vous dire, on a été acheter des valeurs, comme je pense à Thales, on a été acheter des valeurs qui ont été achetées avec de l'émotionnalité d'une guerre qui arrive. Je pense que l'émotionnalité de la fin d'une guerre pourra provoquer un décrochage de ces valeurs-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai tort, moi je trouve qu'il est quand même assez difficile de rester investi sur ces valeurs-là. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Et puis bon, sincèrement, moi je n'achète pas de sociétés qui vendent des armes pour tuer les gens, même s'ils disent que c'est pas le cas, parce que sachez que chez Thales, quand les gens vous expliquent qu'ils font des choses super bien. Non, c'est pas du tout ça. Ils servent à faire la guerre. Et moi, je suis désolé, mais moi je financerai pas ça. Un autre thème qui me paraît important à regarder, c'est la partie du réchauffement climatique et notamment évidemment les ENR, puis aussi le côté green tech, qui permet à vrai dire de dire aujourd'hui est-ce que l'énergie renouvelable est finie, parce qu'on a quand même eu un secteur d'activité de l'énergie renouvelable qui a vraiment fortement baissé. D'ailleurs, l'indice PTDR lui-même a beaucoup de valeur dans ce domaine-là et ça fait qu'il a souffert. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on doit considérer que c'est un secteur d'activité qui n'a plus lieu d'être? Sincèrement, moi je pense pas. Je pense que les ENR sont à même de reprendre un cycle haussier dans les mois qui viennent. Et pour moi, c'est encore et toujours une thématique super intéressante. Donc on verra bien si j'ai raison et si ça part vers je dirais des valorisations un peu meilleures que l'on a connues cette année 2023. Mais en tout cas, pour moi 2024, c'est le retour de ces valeurs-là et puis aussi de la green tech. On va avoir aussi c'est un petit pari que je fais. Je trouve que les fintech, on les a oubliées, elles ont disparu un petit peu, elles se sont toutes un peu cassées la figure après les années folles de 2020 et 2021. Mais pour moi, elles devraient revenir et on a quelques valeurs qui nous intéressent sur le sujet. Et puis le dernier sujet sur lequel je voudrais qu'on s'intéresse, c'est la tech elle-même, la tech et puis notamment l'IA. Mais pour moi, l'IA, c'est pas spécialement une thématique supérieure aux autres, c'est juste une évolution, c'est le 3.0 de l'informatisation, etc. C'est pas beaucoup plus que ça. Mais pour moi, l'IA est dans la tech et la tech pour moi continuera à se développer. Alors c'est comme ça que je vous invite tout simplement à aller voir la future vidéo que je vais faire parce que j'anticipe maintenant les vidéos et je vous ferai une vidéo certainement très rapidement sur ce que je pense des GAFAM, des 7 magnifiques et on fera un plan, on verra ce qu'on en pense, mais je dirais que sur les 7 magnifiques, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Je rappelle quand même que ces 7 valeurs représentent à peu près un quart de la capitalisation mondiale boursière. C'est absolument hallucinant et on est obligé de faire une émission spéciale sur ça. Ce sera bientôt sur cette chaîne et pour ça, je vous invite à vous abonner et à mettre la cloche afin de pouvoir recevoir les notifications de cette future vidéo. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit scénario que j'ai fait. Alors c'est mon avis, ça n'engage que moi. Le Black Swan, voilà, ça peut arriver. C'est un scénario, ce sont vraiment que des idées que j'émets. On verra bien lesquelles sortent et lesquelles voilà. Alors je vous dis tout de suite, je me passe des commentaires désagréables que je vais certainement recevoir. En tout cas en ce qui me concerne, voilà, c'est des choses, c'est des pistes qui me permettent de regarder un petit peu le monde avec un peu moins de peur et surtout avec beaucoup plus de prévoyance, de telle manière à savoir comment agir sur les marchés, comment réagir sur les marchés, et c'est ça le plus important, et c'est comme ça que je fonctionne, à vrai dire, c'est essayer d'anticiper, de créer des scénarios, et de savoir ce que je ferai si l'un d'entre eux est à même de se mettre en place. Voilà, je vous remercie tous pour cette partie de la vidéo. On va enchaîner avec la suite. Tout le monde attend la macroéconomie. Et écoutez, c'est juste après. Et c'est parti pour la macro. Et donc c'est parti pour la semaine macroéconomique qui ma foi était assez simple. On va faire un petit point juste avant d'attaquer cette semaine. Celle d'avant on a eu les chiffres de l'emploi américain qui étaient particulièrement sains, on va dire, et puis des PMI, donc les indicateurs avancés qui donnent les directeurs d'achat dans les sociétés, et ces statistiques donnaient entre guillemets une situation plutôt mauvaise, mais pas en dégradation. Ça continue à pas être terrible, notamment sur l'Europe.
Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Bah écoutez, on va aller jusqu'à jeudi, hein. Il s'est rien passé avant jeudi, et jeudi, il y a eu l'inflation américaine qui est tombée. Alors tout simplement, on a quoi? On a des chiffres qui sont assez simples, hein. On a la partie core, c'est-à-dire la partie structurelle qui est conforme à ce qui était prévu et qui est stable. Donc ça, c'est une petite chose. Je dirais pas que c'est pas grave ou c'est grave, c'est stable, et je pense pas qu'on va vraiment baisser structurellement sur les US de manière importante. Donc voilà. Alors sachant que sur un an, là on est sur du spot, hein, sur un mois, mais sur un an ça a baissé légèrement. Mais on voit bien qu'on arrive sur un plateau. Et puis l'IPC global, c'est celle qui intègre l'IPC core, mais qui ajoute l'alimentaire et le pétrole. Et qu'est-ce qui se passe? On est plutôt en train de remonter un petit peu. On remonte aussi parce que il y a un an c'était voilà, ça avait baissé fort, donc on a des phénomènes de momentum qui se provoquent. Donc l'inflation est un peu plus forte que prévu, avec je dirais globalement sur l'année on remonte à 3,4, mais on vient de 3,1 et là c'est pareil, on est sur un plateau. À mon avis, tant que vous voyez pas le pétrole rebondir fort, il y aura pas vraiment de remontée de l'inflation, et notre marché a réagi avec un peu de violence à la baisse parce que c'est une réaction négative naturelle. Mais à vrai dire, c'était pas très grave et il a remonté dans la nuit. En fin de soirée, pour nous les Européens, le marché américain a remonté assez fort et finalement, RAS, rien à signaler pour l'instant. Autre chiffre qu'on regarde pas toujours, mais qui est toutes les semaines, hein, c'est les inscriptions au chômage. Et qu'est-ce qui se passe? On prévoyait 210 000, on a fait 202 000. En gros, il ne se passe rien. Il y a toujours pas de crise aux États-Unis. Ça ralentit tranquillement. En gros, c'est le scénario le meilleur qui soit. C'est pour ça que les marchés montent, avec des taux d'intérêt qui se sont modérés ces derniers temps, on va dire, mais bon voilà, c'est pas non plus la grande chute, et surtout les taux d'intérêt de nos amis les banques centrales qui ne baissent pas. Et puis l'argent enregistre en cours de matinée. Ce matin, on a eu l'inflation française. Voilà, elle est stable. On était en négatif la fois précédente. On est à 0,1. Bon, voilà, la désinflation continue en Europe. On revient à des choses à peu près normales. Puis on aura cet après-midi, mais je pense pas que ça renversera la table, les prix de la production américaine. Je voudrais juste vous faire une petite parenthèse qui n'est pas dans ce tableau, mais c'est la Chine qui donne des chiffres extrêmement inquiétants. Toujours la même chose, nous sommes en déflation, je dis bien déflation, c'est-à-dire baisse des prix. Déflation sur la production depuis très longtemps, ce qu'on appelle les IPP. Et on est maintenant aussi sur les IPC, donc par rapport aux consommateurs, on est aussi en déflation en Chine. Pour moi, il y a un effondrement en Chine, hein, clairement. Ça se casse la figure. L'immobilier n'est que l'expression, je dirais, physique et visible du mal-être chinois. Mais bon, pour moi, la Chine est, comme je vous le disais dans les perspectives, un dossier hyper dangereux à mon avis. Et c'est la grande question de l'année, à mon avis, sur le sujet. Voilà sur la macroéconomie ce qu'on peut dire. Et puis bon, voilà, les taux d'intérêt se sont calmés un petit peu, les taux d'intérêt de 10 ans. Je dirais que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Comme je vous disais, en perspective, moi je pense que le maintien des taux d'intérêt élevés pendant toute l'année 2024, ce sera le problème. Donc on verra bien s'il a lieu. On verra bien, on va surveiller. Comme je vous disais, ce ne sont que des scénarios et surtout pas des affirmations. C'est impossible de savoir à l'avance. Ou alors je change de métier. Par contre, on va enchaîner tout de suite sur la crypto-monnaie. Alors je vous dis tout de suite, la crypto-monnaie, ça sera la dernière fois que je le ferai. Pourquoi? Parce que simplement, à un moment donné, il faut que je réduise un peu mon temps de travail. Je fatigue beaucoup. Donc je vais faire la crypto-monnaie pour la dernière fois. On reviendra dessus sur la crypto, mais de manière ponctuelle quand j'aurai quelque chose à raconter. Mais vous allez voir qu'il y a il y a des plans qui ont été faits. On a mis des résistances à certains moments, et comme par hasard, ça s'est réalisé parfaitement. Ça fait toujours plaisir de voir que des plans se mettent en place, mais ce sera la dernière fois qu'on en parlera. Après, je le mettrai de manière ponctuelle dans les hebdos. Allez, on enchaîne avec la crypto tout de suite. Et donc, voici le Bitcoin qui nous fait... c'est assez impressionnant parce que le plan qu'on avait donné était ici au niveau de 26, 27 000 et on est rendu à 48, 45. Et là, ça y est, c'est fini, j'agrandis. On est allé à la résistance que j'avais écrite depuis longtemps, donc voilà, parfois t'as de la chance, hein, le scénario se met bien en place, et on a frotté, on se fait renvoyer dans les 22, et c'est quand? C'est juste au moment où on est en train de valider le fameux ETF Bitcoin aux États-Unis, et il y a un petit refoulement. Voilà, en gros, on a acheté la news, et là on va vendre la nouvelle. Donc voilà, c'est aussi pour ça que je vais arrêter sur la chose, parce que voilà, on a donné des points d'entrée intéressants, puis quand il y en aura un autre qui sera très sympa,
je tâcherai de vous les donner. Voilà pour le Bitcoin, en tout cas très content de savoir. Alors moi je vois plein de gens qui mettent des nouvelles résistances là ces derniers jours. Nous ça fait un sacré bout de temps qu'on l'avait mis. Voilà, donc ceux qui ont profité de tout ce que j'ai dit j'en parle pas très souvent des crypto-monnaies, mais quand je dis je sais pas si j'ai de la chance ou si c'est parce que je comprends très bien ces actifs. Je dis bien boursièrement, hein. Mais j'ai un taux de réussite sur ce que je vois en scénario qui est assez intéressant. Voilà pour le Bitcoin. On va aller voir l'Ethereum parce qu'il se passe des choses par contre qui sont assez intéressantes et je vais vous expliquer pourquoi. Alors ce qui est intéressant sur l'Ethereum, c'est qu'il a fortement accéléré d'une 15aine de % ici, suite à la news du Bitcoin qui passerait en ETF. À vrai dire, le fait que ça monte sur l'Ethereum parce qu'il y a eu un ETF Bitcoin, c'est simplement qu'on pense que il y aura certainement une version pour l'Ethereum, donc il va en profiter, donc il y a des gens qui ont spéculé là-dessus. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que là aussi nous avions peu de choses mis sur le graphe, vous avez vu, hein, ça sert à rien de s'en raconter plein, de s'en mettre partout, il y avait juste ça, et ça a été parfaitement respecté à tous les niveaux, puisqu'on a été touché dessus, je l'avais mise il y a longtemps, on va la changer de couleur d'ailleurs. Elle devient en vert parce que tout simplement elle devient résistance et on l'a travaillé pendant quelques semaines, on l'a cassé, on est revenu dessus, ce qu'on appelle un pullback et on vient d'accélérer. Voilà, c'est fini, la messe est dite, on est bullish sur l'Ethereum à son tour. Donc voilà, hein, super au niveau du scénario. Et maintenant, on va essayer de trouver une résistance. Hein. On va pas l'écrire 3 jours avant qu'elle arrive. On va l'écrire tout de suite et puis on verra bien si elle est respectée. Alors rassurez-vous, autant j'ai la chance de pouvoir voir assez facilement sur les cryptos les choses. Je me trompe aussi, hein, donc je suis pas Jésus et rassurez-vous, je fais des erreurs. Mais on va la mettre la résistance et puis vous verrez bien dans la suite si elle est respectée. Voilà, maintenant qu'elle est inscrite, vous verrez, mais autour de 3500, un peu plus de 3500 $, ça devrait frotter un peu. C'est pas par hasard je la mets là, hein. Il y a plein de raisons qui font que je la mets ici, mais bon, on verra bien ce que ça fait. Mais alors frotter, ça veut dire ça peut travailler, puis recasser, ça veut dire que ce sera ultra bullish. Donc c'est aussi des points d'entrée qui permettent de valider des scénarios et c'est ça qui est important. En tout cas, ce qui est certain, c'est que on a les crypto-monnaies qui montent fort cette année et qui fait que j'ai envie de vous dire, on va pas regarder ça à chaque fois et puis je voudrais raccourcir ce que je vous disais, je voudrais raccourcir un petit peu la vidéo. Donc on fera un point quand il y aura besoin de le faire sur les crypto-monnaies. En tout cas, nous on a des actions qui nous intéressent, il y a des vidéos qui ont été faites dans la chaîne. Je vous invite à aller les voir, vous allez voir dans les menus et vous les trouverez facilement. Il y en a deux, hein. Il y en a une sur la victoire du Bitcoin, c'était l'annonce de ce qui se passe aujourd'hui, à vrai dire, et puis la deuxième, c'était mettre des cryptos dans son PEA, qui permettait de sélectionner des valeurs, je dirais des actions classiques qui sont PEables et qui permettent de profiter des mouvements crypto. Il y en a notamment une qui est dans les pépites et qui s'appelle Northern Data et qui a fait plus de 300% de progression l'an dernier. On verra si elle fera aussi bien cette année, ce serait sympa, puisqu'elle est dans l'indice et qu'elle pourrait l'emmener un peu plus haut. Voilà pour la partie crypto-monnaie. On va enchaîner avec les indices et voir un petit peu les conséquences de notre macroéconomie sur les indices. Vous allez voir que ça se regarde un peu en chien de faïence tout ça, mais on sent une distorsion États-Unis et Europe qui commence à se mettre en place et qui sera certainement une des choses intéressantes pour l'année 2024 à surveiller. Allez, c'est parti pour les indices. Alors je ne vous fais pas l'affront de vous dire qui est cet indice, c'est le CAC 40 sur très longue période puisqu'on est avec chaque bâtonnet est un mois de l'année et on va pas faire des bougies annuelles, ça sert à rien, mais ce qui est sûr c'est qu'on frotte toujours sur cette fameuse oblique long terme que l'on voit ici en vert et qui frotte tout le temps. On fait une petite incartade au-dessus et on se fait renvoyer. On clôture à l'intérieur, ça veut dire qu'elle est toujours valide. On a ouvert juste dessus et on s'est fait renvoyer, mais vous voyez bien, j'agrandis, que l'on est en train de racheter dans le mois de janvier. Donc, à vrai dire, pour l'instant, le mois de janvier n'a pas donné son avis si l'année va être bonne ou mauvaise, puisque souvent le mois de janvier est indicateur un petit peu de la tendance de l'année. Et moi, je vais vous dire que si ça finit plus ou moins ici, ce serait pas interdit de voir une année neutre. Ça, c'est aussi une petite prévision que je pourrais vous donner, mais on n'en sait rien. Et puis le CAC 40, c'est pas trop ce qui m'intéresse, mais je le fais plus pour le public qu'autre chose. Mais voilà, peut-être une année un petit peu en dents de scie, et c'est ce qui fait que je pense qu'on va pas spécialement s'effondrer, sauf un Black Swan, comme je vous le disais. Allez, c'est parti, on va aller regarder vite fait en hebdomadaire ce qu'il se passe, la semaine n'étant pas terminée, puisque j'enregistre ce vendredi matin. Et qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, j'ai rien touché.
depuis le dernier hebdo qui a un petit mois. On a bien frotté là où il fallait frotter, ça s'est fait renvoyer, donc bon, ça rebondit ici. Ce qui serait bien, c'est de finir le mois plus ou moins assez haut pour valider cette idée que le mois de janvier serait à peu près neutre. Mais bon, ça sent quand même cette accélération baissière avec ce petit rebond qui reste mollasson, hein. Ça veut peut-être dire qu'on va aller rechercher tranquillement quelque chose. On verra bien, mais il se trouve qu'il y a une saisonnalité habituelle, je dirais, dans les marchés, qui fait que après janvier, février, je dirais que le mois de mars c'est plutôt un mois pas terrible. Donc peut-être qu'on aura un mois de mars pas terrible, ce qui fait qu'on a encore un peu de temps devant nous, mais qui l'emmènerait notre CAC 40 vers les 7000. La première résistance, à mon avis, le premier support est autour de 7080, et puis après réessayer de tester le 6008. Bon, après on verra bien ce qui se passera, mais voilà un petit peu ce qui se passe sur Wars. Donc pas folichon, moi je suis pas convaincu que le CAC 40 continue à monter. Je le vois plutôt en train d'écrire un range assez serré d'ailleurs, hein, c'est une théorie que d'autres disent, entre 7006 et 6008, et c'est un range qui peut durer encore des mois et des mois. Ça fait quand même déjà un bon bout de temps qu'on est dedans, puisqu'on est rentré ici dedans, et à vrai dire depuis c'est depuis début 2023, donc ce qui veut dire que depuis début 2023 on est dans un range. Et ça peut durer encore des mois et des mois. C'est déjà arrivé, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des performances intéressantes à faire sur nos portefeuilles. Il faut juste savoir choisir ses valeurs. Allez, on va aller voir le DAX si s'est comporté de la même manière. Et le DAX s'est comporté à peu près de la même manière. Regardez, la même bougie de la semaine dernière a été un petit peu descendante, mais il est plus costaud globalement que notre ami le CAC 40. Et vous allez me dire, pourquoi ? Vous allez me dire, mais il me saoule avec la Chine. Oui, mais le CAC 40, il dépend beaucoup de la Chine. Des Pernod Ricard, des LVMH, des Hermès, etc. dépendent de la Chine. Et à vrai dire, la Chine donne le ton sur le CAC 40. Et ce qui fait que le DAX, il prouve que, voilà, si on n'a pas de luxe, ça se passe pas trop mal. Voilà pour l'analyse. J'ai laissé tous les supports qui sont en place. Il y a juste une petite chose que je vais rajouter, c'est une petite oblique que je vois et qui aura peut-être de la pertinence dans le futur. Voilà, je l'ai inscrite, elle est juste ici. On verra bien si elle est respectée dans le futur, mais voilà, la grosse résistance long terme, elle est ici. On verra bien si ça y va. En tout cas, c'est des résistances qui sont haussières, donc ça veut dire qu'on fait des plus hauts, qui seront encore plus hauts la fois d'après. Donc j'ai envie de vous dire que pour l'instant, il n'y a pas de panique à avoir sur le sujet, mais il faut bien que ça respire, parce que regardez bien, on est venu mais en ligne droite, de 14 700, on est arrivé à 16 900, voilà, il est peut-être temps de respirer un petit peu avant de relancer la machine, ou de corriger en fonction des envies de notre marché préféré. Allez, on va aller voir aux États-Unis, on est le matin, donc c'est pas encore ouvert, mais on va aller voir le Dow Jones tout de suite. Que vous dire de plus, le Dow Jones, il est à son sommet historique, il est à 37 700, il est vraiment au sommet. Grosse accélération novembre-décembre, et puis ici on latéralise un petit peu depuis 2-3 semaines. Franchement, c'est pas choquant si ça revient à rechercher peut-être le niveau de ces prix-là autour de 36 400. En tout cas, entre nous, il y a rien, quoi. Les États-Unis, c'est haussier, et il y a des bonnes raisons pour ça. Alors oui, je sais, comme on dit, il y a beaucoup de dettes aux États-Unis, mais bon, tout va bien. Pour l'instant, tout va bien. Allez, on va aller voir le Nasdaq si c'est comporté de la même manière. Cette semaine et ces dernières semaines aussi. Alors le Nasdaq, lui, il a besoin qu'on mette un rafraîchissement dessus. On avait des différentes options qui se sont avérées pas bonnes, et on va mettre tout ça à jour. On va enlever pas mal de choses. Et ce qui est intéressant dans le Nasdaq, c'est que là aussi on a cassé le niveau historiquement haut, ici à 16 000. Voilà, on est légèrement au-dessus. Donc ce qui est assez intéressant, c'est cette baisse et ce rebond violent. Donc à vrai dire, on est en train de continuer à être haussier sur le Nasdaq. Il n'y a strictement pas d'informations dans l'autre sens. Et j'ai envie de vous dire que si ce soir on finissait un peu plus haut que les 16 000, allez, qu'on tape le 17 000, j'ai envie de vous dire que voilà, rien à signaler, tout est haussier. Et pour l'instant, il n'y a pas de signaux sur le sujet d'un retournement qui ferait qu'on ait la baisse qu'on a vécue en 2022. Ça peut continuer encore longtemps. Concernant le Nasdaq, alors là c'est le Nasdaq 100, et il intègre un peu plus le poids des 7 magnifiques, mais voilà, c'est aussi l'expression d'un pays qui va bien, même si les 7 magnifiques sont surpondérées, voilà, elles existent, elles font partie du paysage, même si elles provoquent beaucoup de soucis. Voilà pour les indices, et j'espère que vous profitez de ce marché particulièrement haussier en ce moment, voilà.
le portefeuille Dynamic Invest en profite aussi énormément, donc c'est tant mieux. On profite tous de ce mouvement de marché, et ceux qui, voilà, je le dis souvent, mais ceux qui n'ont pas un portefeuille qui a monté ces 2-3 derniers mois, c'est que vous avez un problème d'allocation, un problème de comportement, un problème dans votre trading ou dans vos investissements. Voilà pour la partie macroéconomique et des indices. On va enchaîner, si vous voulez bien, avec la traditionnelle partie qui vous concerne, c'est l'analyse de vos valeurs. Alors il y en a qu'une qui a été proposée, donc c'est pas très grave, on va la faire parce que c'est une ancienne pépite, c'est justement intéressant, c'est Sébastien qui nous l'a proposé. Et puis je vous invite quand même à regarder la biblio qui est proposée dans le juste après le disclaimer que je vais vous passer. Cette biblio, enfin, je vous le dis quand même, il y a maintenant plus de 300 valeurs qui ont été étudiées l'an dernier. Donc merci à tous de m'avoir donné ces valeurs à étudier. Et puis on va en faire certainement à peu près autant cette année. Et n'hésitez pas à faire des renouvellements, vous regardez un petit peu depuis quand je l'ai fait. Et surtout, ça vous permettra de vous mettre à jour par rapport à une étude que j'aurais faite il y a un petit peu de temps maintenant. Et puis ce qui est important aussi, c'est qu'on enchaînera très rapidement, puis on passera un peu plus de temps peut-être sur les pépites, puisqu'on a changé, on a fait une émission il y a peu de temps sur les pépites, et que l'on a fait des petites modifications. On va voir ce que ça donne. On tâchera d'être beaucoup plus proche de nos pépites cette année. C'est ce que je vous ai promis. On fera des plans de trading aussi, et j'espère que ça vous plaira, et puis surtout qu'ils réussiront. Pour l'instant, on a eu de la chance, mais ça pourra parfaitement s'invalider à un moment donné. En tout cas, ce qui me concerne, moi je suis très heureux de vous avoir tous sur cette chaîne. Enfin voilà, c'est impressionnant. Vous êtes maintenant 3000 je crois qui suivez la chaîne, donc c'est vraiment impressionnant. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne suite de vidéos. Tout de suite le disclaimer et la biblio, et on enchaîne avec la valeur que l'on étudiera pour vous aujourd'hui. Le petit disclaimer qui permet de voir que je ne suis pas un conseiller et que tous les graphes que je vous présente sur tous les actifs ne sont ni des conseils d'achat ni des conseils de vente, mais juste mon avis. Alors pour profiter de toutes les informations qu'il y a avec la biblio de Ricardo, sur l'année 2023 il y a eu plus de 300 valeurs étudiées, eh bien vous allez sur la chaîne par le biais du menu YouTube, voici juste devant vous. Et vous allez dans la barre de recherche trouver votre chaîne préférée fondamentalement bourse. Elle apparaît assez rapidement, vous cliquez dessus et vous arrivez dessus ici. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici et activer la petite cloche qui va bien, de telle manière à ce que vous puissiez avoir toutes les notifications de toutes les vidéos qui sortiront dans le futur. Ensuite, vous cliquez sur la chaîne et vous arrivez sur le menu de la chaîne et vous allez cliquer sur la petite loupe qui est ici pour y mettre la valeur que vous recherchez. On va prendre l'exemple de la meilleure valeur de l'année dernière, de 2023, qui est Red Delphi. Et vous cliquez et vous voyez qu'apparaissent les deux vidéos sur lesquelles Red Delphi a été cité. Voilà comment vous pouvez trouver toutes les valeurs qui vous intéressent dans la chaîne. Vous pouvez aussi taper le code de la valeur, c'est beaucoup plus fiable. Une faute d'orthographe est vite venue. Voilà, n'hésitez pas non plus à regarder la date à laquelle a été faite la vidéo. S'il y a plus de 3 ou 4 mois, vous pouvez me demander une mise à jour. Voilà, je vous laisse maintenant à la vidéo et profiter des nouvelles valeurs que nous étudions tout de suite. Voilà, puis si vous voulez plus de valeurs à étudier, écoutez, vous mettez en commentaire celles que vous voulez que je vous étudie pour la fois prochaine, et je me ferai un plaisir de le faire. Allez, on va attaquer avec Mediant Technologies que Sébastien m'a demandé. Alors, Mediant Technologies, c'est une ancienne pépite, à vrai dire, de l'indice PTDR, et je l'avais choisi par ici, autour de 2 €, et il y avait eu le crack du Covid à peu près ici. Et après, elle avait fait un run exceptionnel, monté à 17, mais évidemment, je l'ai pas sorti à ce moment-là, j'ai sorti plus ou moins par ici. Donc c'est comme une valeur qui a fait 1 x 4 x 5 dans l'indice. Mais pourquoi je l'ai sorti? Parce que il s'est passé des choses qui m'ont pas plu, et on voit bien que ça m'a donné raison, hélas. Donc j'ai envie de te dire, Sébastien, voilà, le graphe il parle tout seul, hein. Donc moi je sais ce que tu veux savoir. Est-ce que ça va repartir? Est-ce que ça va remonter? Écoute, j'ai regardé fondamentalement, et je te le dis, pour moi, il n'y a rien à attendre de cette valeur. Rien du tout. Par contre, ce qui va être intéressant, si vous voulez bien, on va faire un petit peu d'analyse technique. Je vais vous donner 2-3 petites astuces pour faire de l'analyse technique un petit peu, voilà, comme je fais. Puis souvent, j'ai remarqué que c'était quand même assez vrai. C'était, voilà, quel niveau on pourrait retenir. Eh bien, les niveaux à retenir, là, on est en mensuel. Ce serait plutôt cette oblique-là que tu vois en pointillé, donc elle est pas très sûre. Et puis celle-ci. Alors celle-ci, c'est tout simplement les points les plus bas que j'ai repris avec une droite horizontale. Mais ici, ça, c'est une oblique. Et à vrai dire, c'est une oblique qui est la parallèle de celle-ci, mais surtout de celle-ci. Et celle-ci, c'est quoi? C'est la jonction des 2 points hauts historiques du dossier. Et en déplaçant, alors je vais t'enlever tout, et puis je vais t'expliquer comment je fais. Je tire d'abord, effectivement, cette oblique, et je cherche. Donc je duplique, et je cherche des points intéressants. Donc il y a déjà ici, tu vois, il y a déjà un petit truc intéressant, mais ça m'intéresse pas vraiment, je suis trop loin du cours. Mais je trouve que ici, ça a de la pertinence. Alors je bloque et je regarde, mon œil se promène un petit peu partout, et je vois ça.
je vois cet impact-là. Alors je vais faire ça, je vais la saisir, et voilà, ici, j'ai un impact là et un impact là. Donc, je touche ici, je rebondis, je retouche à peu près ici, je casse, je fais un pullback, et je pars à la baisse. Ça, c'est bon ça. Et il se trouve que c'est la parallèle d'ici, l'exacte parallèle, et c'est assez pertinent sur cette zone ici, et c'est comme ça que j'arrive à trouver des zones. Alors, à vrai dire, c'est une petite zone, hein, parce que regarde, je duplique, et des petites mèches là, hop là, et qu'est-ce que tu vois ici, la pertinence partout. Et tu peux continuer. Tu refais, tu redupliques, et tu descends et t'en cherches une autre. Et évidemment, je vais aller en bas. Et je trouve que ici, c'est pertinent, plus ou moins pertinent. Je vais cliquer. Et comme je suis pas bien sûr, je vais mettre en pointillé cette droite qui elle ressemble à rien, hein. Mais on va dire elle est bien la parallèle en pointillé, et je la mets en vert puisque c'est peut-être un support où il y aura un rebond. C'est comme ça que j'en découvre certains, et c'est intéressant. Tiens, j'en vois un autre, je vais essayer. Tiens, celui-ci, il peut être intéressant aussi. Tu le notes comme ça, voilà. Et là, on est en mensuel, donc c'est quand même sur une unité de temps très longue. On va aller voir un hebdomadaire, tu vois que c'est encore plus pertinent que ça. Voilà, donc je t'ai tracé une petite oblique ici qui est très évidente. Tu vois qu'on va la réutiliser aussi. On va faire pas mal d'éducationnel aujourd'hui, et tu vois bien que en hebdomadaire, j'agrandis, on va zoomer là. Petite parallèle, bim, 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 ça a été mais magnifique, et à vrai dire, c'est ici que ça s'est passé, et quand ça casse, eh ben c'est parti, c'était il y a très longtemps, et je l'avais vu, et je peux vous le dire, je l'ai jamais eu en portefeuille, enfin si, je l'ai tradé 10, 15, 20 fois, j'ai gagné beaucoup d'argent dessus, mais j'ai jamais tenu une position sur le long terme, c'est bien dommage. Mais c'est comme ça, mais tu vois, hein, c'est vraiment d'une pertinence phénoménale, et tu as l'explication, bah, tu vois, un peu ailleurs, et regarde bien en hebdomadaire, là, bam, 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 c'est magnifique partout. Donc, à vrai dire, voilà, ça c'est pertinent, et j'ai envie de te dire que tu devrais, quand ça va venir toucher ici, ça devrait faire un rebond. Quand ça va venir toucher ici, si ça y va, bien sûr, hein, ça devrait faire un rebond, revenir peut-être ici, et rejouer de la même manière que ici. Et les gens comprendront pas. Et nous, on saura pourquoi, parce que tu as vu une émission qui t'a donné la petite astuce. Voilà pour la première chose. Et puis on va faire autre chose sur l'hebdomadaire, tu vas voir qu'il c'est encore la même manière. Voilà, je reviens sur ma petite oblique, et regarde bien, là aussi je cherche. Je me promène, et qu'est-ce que je vois? Je vois deux impacts ici. Là et là, c'est un couloir baissier. Comme c'est une résistance, je te le mets en rouge, et voilà, tu as un couloir baissier qui est parfaitement respecté pour l'instant, et donc tu as des points d'impact, des points de friction divers et variés qui sont écrits sans te fatiguer. Voilà, Sébastien, c'était, voilà, quitte à faire qu'une seule valeur, faire une où on le fait bien, et je vous explique 2-3 petites choses pour faire d'analyse technique sympathiquement, et je peux vous certifier que je vois pas beaucoup de monde le faire, et pourtant Dieu sait que c'est intéressant. Allez, tiens, j'en trouve une autre, histoire de continuer. On va dupliquer celle-là, regardez, c'est la mensuelle, mais on duplique ici, et bim, regardez bien, pam, 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 il y en a partout. Donc ça c'est bon aussi. Voilà comment on fait de l'analyse technique quand on est débutant, et je peux vous certifier que, bah, vous voyez, hein, je vais très vite, mais vous verrez au bout d'un certain nombre d'années, vous verrez que c'est très, ça devient évident, quoi. Voilà, tout simplement. Il faut, comme disent souvent certains traders, il faut bouffer du graphe. Et ben voilà, maintenant vous en bouffez un peu avec moi, et vous saurez, c'est une méthode que j'ai vue à peu près nulle part, donc voilà, ça vous donne une façon de voir les choses. Pour ceux qui croient que je fais que d'analyse fondamentale, détrompez-vous, il est fondamental de faire du technique, et je viens de vous le prouver encore une fois. Mais voilà, désolé Sébastien pour la valeur, mais bon, franchement, elle est plus intéressante du tout. On a, à vrai dire, le patron aussi, c'est voilà, il se la joue un peu pour être gentil, pour pas dire plus. Donc voilà, non, voilà. Désolé sur ce dossier-là, moi je l'aime pas du tout, et je rappelle que ce ne sont que mes avis et en aucun cas des conseils. Voilà, donc je vous laisse me donner de nouvelles valeurs pour la prochaine fois. Je suis sûr qu'il y en aura plein. Donc voilà, je tâcherai de limiter un peu pour ma santé, mais je vais continuer à faire comme ça sur les vidéos de cette année. On va enchaîner, si vous voulez bien, aller voir l'indice PTDR, et puis on fera une petite introduction sur Dynamic Invest pour vous expliquer un petit peu plus ce que c'est, parce que le portefeuille virtuel dont je parle, il y a beaucoup de gens intéressés, mais je me suis peut-être pas très bien expliqué. Je vous fais une petite explication tout de suite. Alors voilà, l'indice PTDR, on va dire, c'est un petit bout de l'environnement Dynamic Invest. À vrai dire, je choisis pas que 20 valeurs, je suis énormément plus de valeurs, j'en suis à peu près 250 sur toute l'Europe, de manière rapprochée, puis à peu près 500 de manière un peu plus éloignée, mais voilà, il y a en gros 250 que je suis plus ou moins, et 250 que je suis très près, et dedans, bah, j'ai une certaine quantité de valeurs qui m'intéressent vraiment profondément. Et actuellement, au moment où je vous parle, il y a à peu près 50-60 valeurs que je suis de très très près. Et l'indice PTDR, bah, c'est juste une extraction de ça, et je vous donne voilà, de manière sporadique, mais le mieux que je puisse,
des plans sur ces valeurs, sur les 20 valeurs que j'ai sélectionnées pour vous. Mais sur le Dynamic Invest, c'est beaucoup plus dynamique, c'est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de plans, il y en a quasiment tous les jours. En ce moment, ça peut arriver qu'il n'y en ait pas du tout, ça dépend du marché. Et à vrai dire, ce que je fais, c'est que j'entretiens un portefeuille que les gens peuvent regarder et observer et peut-être être inspirés par certaines valeurs que je propose et certains points d'entrée, certaines manières de faire. En tout cas, c'est l'objectif que j'ai. Et puis, je donne aussi mon sentiment de marché tous les matins avec un petit audio de 2 minutes qui permet aux gens de savoir un petit peu ce que je pense et ce que je vais faire. Voilà, donc je vais vous donner 2-3 petits résultats histoire de vous faire voir un petit peu ce que ça donne. Et voici la courbe, je dirais, depuis qu'a été créé le service, puisque ça fait à peu près 1 an que ça existe. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir l'accélération qu'on a. Alors, je vous donne tout de suite l'amplitude qu'il y a eu sur l'accélération qu'on a eu sur la fin d'année. On est à peu près 20%. Donc, ça veut dire que tout ce qui a été acheté a fait en moyenne plus 20%. Chaque trade a fait 20% en moyenne, sur la totalité du portefeuille, sur la totalité de l'argent investi de manière virtuelle évidemment, mais voilà, et ça représente aussi à peu près ce que j'ai fait sur mon portefeuille personnel, mais je pourrais faire mieux, je pourrais faire moins bien, ça dépend un petit peu des choix que je fais. C'est vraiment des suggestions, même pour moi, je ne prends pas toutes les valeurs qui sont proposées, puisqu'actuellement, il y a à peu près une 40aine de trades en cours qui peuvent avoir une vocation long terme, et je vais vous faire voir ça tout de suite. Donc là, il y a à peu près une 40aine de valeurs qui sont suivies, donc vous voyez, il y a la plus haussière est à 70%, et puis on a quelques dossiers qui sont un petit peu en négatif, mais qui ont l'air de vouloir rebondir, et vous voyez que sur la journée d'aujourd'hui, il y a quasiment rien de négatif, sauf quelques-unes, mais ça n'a rien d'important par rapport à la quantité de verre que vous voyez dans le portefeuille. Alors c'est un marché haussier, c'est pas toujours comme ça, mais en tout cas il se trouve que globalement on est intéressé, et ce qui fait que à l'intérieur de ce portefeuille global, il y a des positions qui sont maintenant des positions long terme, et ces positions long terme, écoutez, je vais vous donner les chiffres, mais ça va être assez impressionnant, vous allez être assez épaté, mais c'est un portefeuille long terme qui aujourd'hui au-delà des 25-30% en progression, et je vais vous faire voir sa petite courbe immédiatement. Voilà la courbe, il y a un peu moins d'un an, on a une évolution du portefeuille long terme qui est autour effectivement dépasser les 30% par rapport aux sommes investies. Donc c'est vraiment c'est très conséquent, mais voilà, c'est tout à fait logique dans le processus. Et en plus de ça, je peux vous certifier que c'est un portefeuille complètement protégé, puisque il est investi, je dirais, non pas sur une seule valeur, mais sur à peu près 25 valeurs. Donc voilà, vous pouvez en tirer les conclusions que vous voulez. En tout cas, c'est comme ça que je fonctionne, c'est ce que je propose. Alors il y a évidemment un abonnement, donc vous irez cliquer, vous irez voir dans la description, mais c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est vraiment l'indice PTDR, c'est la partie un petit peu, c'est comme un iceberg, je vous fais voir 10% de ce que je fais, et il y a 90% en dessous, pour ceux qui sont intéressés, pour avoir plus de mouvements, plus d'activité, et beaucoup plus de choses intéressantes au quotidien sur les marchés. Écoutez, je vous invite à aller voir dans la description. Et l'indice PTDR, c'est juste ce que je vous donne en plus, et on va regarder ça tout de suite, et vous allez voir que l'indice, il a un peu souffert en début d'année. Alors voici la liste avec les nouvelles valeurs, et puis qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que les valeurs, il y a les vieilles rombières de l'indice ont souffert cette semaine, enfin sur le début d'année, puisque depuis le début d'année, c'est ici, c'est moins 14, moins 9, moins 5 pour MIPS, Soitec et Alphen. Donc voilà, elles sont voilà, on va pas changer, on va pas changer tous les 4 matins les valeurs, mais en tout cas elles sont baissières, et voilà, c'est un peu gênant, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, ce qui est aussi on va mettre dans l'ordre inverse le classement, on va voir aussi qu'il y a des valeurs qui ont aussi performé, et ça, c'était assez intéressant. Et celle qui a le plus monté, c'est une petite nouvelle que j'ai rentrée dans la vidéo qu'on a fait il y a très peu de temps, qui s'appelle Paxman. Elle a pris 8% en ligne droite. Alors, je vous soupçonne un petit peu d'avoir acheté, mais bon, c'est pas bien d'acheter bêtement, je vous le dis quand même. Mais bon, elle était un petit peu haussière, il y avait une résistance, mais elle l'a cassée. Bon voilà, si c'est très bien, j'espère qu'elle continuera à monter. En tout cas, pour ceux qui l'auraient acheté, je ne vous souhaite que du bien. Je rappelle que je ne donne aucun conseil, c'est juste de la suggestion et des avis qui sont juste les miens. Et puis on a quand même, on voit bien qu'on a quelques valeurs qui ont progressé de manière assez sympathique. C'est plutôt les nouvelles qu'on monté, puisque c'est des valeurs que j'ai rentrées il y a peu de temps. Je pense à Northern Data, je pense à Gramcar, je pense à Novo Nordisk qu'on vient juste de rentrer, qui a déjà pris 4% cette année, et puis Alerion là qui aussi a fait plus 1% depuis le début d'année. Enfin voilà, donc rien n'est fait, rien n'est joué, c'est rien passé, à vrai dire, le portefeuille, à vrai dire l'indice est à peu près à -1 par rapport au 1er janvier.
Donc en gros, on s'en fout, il se passe rien, ça gigote. On va essayer de trouver un plan si vous voulez, puisque je vous ai promis de faire des plans. Donc on va faire un plan, et on va faire un plan de trading sur une des pépites, et on va essayer d'en trouver un en tout cas. Puis on va voir si on fait la passe de 5 sur le sujet, parce que apparemment à chaque fois qu'on lance un trade en ce moment, eh bien il fonctionne. Allez, on va voir tout de suite le plan sur une des pépites de l'indice PTDR. Et cette semaine, j'ai choisi Kempower en Finlande à Helsinki parce que tout simplement Kempower, je vois pas pourquoi elle continuerait à baisser. Elle a fortement baissé après avoir fait un run exceptionnel. Je vais agrandir un petit peu pour vous faire voir dans le temps passé, mais c'est assez incroyable. Voilà, elle est rentrée dans les pépites ici et j'ai le sentiment qu'elle veut aller reboucher le reste du gap que nous avons ici, qui est un gap qui devrait pour moi être rebouché. Et donc on a des objectifs intéressants, assez simples, ici et ici, puisqu'on est peut-être en train de faire un petit couloir haussier, qu'on a touché le point bas jeudi soir, et donc le rebond ici est assez violent et avec pas mal de volume, donc ça qui est assez intéressant sur le titre. Donc à partir de ce moment-là, eh bien écoutez, on est autour de 30,50 €, 30,48 €. Ben, je vous propose un premier objectif à 32,77 et un autre autour de 34, voire un peu plus, en exagération autour de 34,70, de telle manière à ce que vous puissiez faire un gain non négligeable. On va le calculer tout de suite. Voilà, ici on a 7,5-8%, et ici on est autour de 10-11%. On verra bien si ça se réalise, et vous allez me dire, mais quelle est l'invalidation? Ben, je vais vous la dire tout de suite. L'invalidation, on va dire, elle est passée en dessous ce petit couloir, ça veut dire que notre scénario est invalidé, donc il y a quand même une perte non négligeable, on va la calculer rapidement. Elle serait au-delà de 5-6%. Donc voilà, faut faire attention, c'est pas le meilleur de tous, mais j'ai le sentiment que le dossier veut aller plus haut. Ça m'étonnerait quand même qu'il redescende, mais bon, vous savez, avec la bourse, on sait très bien comment ça se passe. Voilà pour le petit plan de la semaine, et puis si vous voulez bien, on va le noter, et puis on verra bien ce qu'il donne dans le temps qui suit, et s'il est réalisé, ça fera que le 5 ou 6e de suite qu'on réussit. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour les likes que vous mettez, pour les commentaires que vous proposez dans cette vidéo. Et puis je vous mets juste ici d'autres vidéos à regarder sur la chaîne qui sont des vidéos passionnantes et qui ont été très regardées. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.